C'est parti, salut les gens, on se retrouve Lioma pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons continuer la série de vidéos Tana sur les cours d'anatomie en entamant aujourd'hui l'unité numéro 4, la quatrième unité, sur l'appareil endocrinien et reproducteur, bien sûr, toujours de la deuxième année médecine. Avant de commencer le cours Tana, on remercie, comme à notre habitude, les professeurs, cette fois-ci non pas de la faculté de médecine d'Alger, mais plutôt le professeur qui aura fait les deux diapos que l'on va utiliser aujourd'hui, un diapo sur l'hypothalamus et un diapo sur l'hypophyse, pour pouvoir faire le premier cours sur l'appareil endocrinien qui va concerner l'axe ou là, le complexe hypothalamo-hypophysaire. Alors aujourd'hui, on ne va pas utiliser un diapo de la faculté de médecine d'Alger, ça c'est un diapo très facilement trouvable sur Internet qui a été fait donc par un professeur sans doute d'une des facultés Zaïre, mais les diapos ne sont pas référencés à l'Ambla Asm. Donc je ne connais pas, on ne connaît pas le propriétaire ou la personne qui a les diapos. Reste et qu'on va la créditer quand même. Donc merci à le professeur pour les deux diapos. Ils sont pas référencés, il n'y a pas le nom l'auteur de le diapo, mais ce sont d'excellents diapos qui contiennent des schémas et des explications meilleures que le support officiel pour la faculté d'Alger. C'est pour ça qu'on va les utiliser pour expliquer le cours qui est un cours relativement complexe. On va pas dire compliqué, on va dire complexe. Voilà, car ce premier cours sur l'appareil endocrinien va parler d'une structure, d'un complexe qui fait partie aussi du système nerveux. L'axe hypothalamo-hypophysaire, le complexe hypothalamo-hypophysaire, les تعرفوا في lycée comme étant المعقد تحت سريري النخامي, c'est une structure qui fait partie du cerveau, qui fait partie plus précisément de l'encéphale, au niveau de la base de l'encéphale, ce qui fait que l'étude directe de la structure de l'hypothalamo-hypophyse n'est pas possible. On ne va pas pouvoir étudier directement l'hypothalamo-hypophyse sous peine de ne rien comprendre, que ce soit pour la description ou pour les rapports anatomiques. C'est pour ça qu'on va commencer le cours Tana par une une introduction où on va citer des généralités sur la neuroanatomie. On va commencer par des généralités, une introduction sur l'anatomie du système nerveux, des notions que l'on connaît déjà et des notions non, pour pouvoir entamer le cours sur l'hypothalamo-hypophyse à proprement parler. C'est un cours qui a une certaine faculté en dehors de la faculté de médecine d'Alger. Il peut être fait l'unité 5. C'est un cours, certaines facultés, ils déroulent la cinquième unité, l'unité est un neuro. Et on peut comprendre parce que ce sont deux structures, donc l'hypothalamus et l'hypophyse sont deux structures qui font partie de notre encéphale. Et par conséquent, la compréhension des rapports anatomiques, des structures avoisinant le complexe, il s'haq un certain bagage de certaines notions de neuroanatomie qu'on va essayer de donner aujourd'hui. On ne va pas se contenter uniquement de ces deux diapos, donc un diapo sur l'hypothalamus et sur l'hypophyse. On va également utiliser la modélisation 3D à travers Anatomy Learning, comme tu connais. Alors la modélisation 3D, mais نستعملهاش tout le temps, نستعملها uniquement pour les cours les يسحقوا la modélisation. On l'a utilisé pour le larynx, pour expliquer et visualiser et imaginer la structure laryngée avec les différents cartilages, ligaments, muscles, etc. Aujourd'hui, l'hypothalamo-hypophyse, vu que c'est un cours qui introduit le système endocrinien, mais qui introduit par la même occasion le système nerveux, on est obligé de visualiser un petit peu notre cerveau, notre encéphale, pour mieux comprendre les rapports et les structures qui vont avoisiner l'hypothalamo-hypophyse et pour pouvoir mieux décrire ce complexe-là. Donc on va utiliser la modélisation 3D par le biais d'Anatomy Learning. On remercie bien sûr Anatomy Learning pour l'utilisation de leur site gratuitement par navigateur. Tu peux même télécharger. Je ne sais pas si c'est par téléphone tu peux télécharger, mais en tout cas par PC, c'est très utile par navigateur. Et on va utiliser, c'est un cours qui va être, je suis à remplir, on va utiliser quelques pages du livre d'anatomie clinique sur la neuroanatomie de Pierre Camina. On va utiliser quelques pages de ce livre pour illustrer certaines structures, la constitution de l'hypothalamus pour mieux comprendre la constitution TAO. Alors j'ai dit que le diapo qu'on va utiliser
monsieur anonyme, le prof anonyme, il est très très bien, mais en slide, ce n'est pas suffisant. On va utiliser quand même quelques schémas du livre de Pierre Camina. C'est un livre trouvable très facilement sur Internet par PDF. Hein. Tu tapes Bark Neuroanatomie à Pierre Camina et tu as les schémas Hadouma. Les pages que j'utilise, Hamlik, c'est aux environs de 285 pour les schémas qu'on va utiliser pour décrire l'hypothalamus sur des coupes sagittales et frontales. Dit comme ça a l'air de faire un petit peu peur, mais en soi, lorsque l'on a des notions, les notions de base de neuroanatomie, et lorsqu'on va aller description en anatomie descriptive de l'hypothalamus, puis les rapports, puis ensuite on va aller vers l'hypophyse, c'est un cours qui va être facilement compris, Inch'Allah. Donc, le plan est le cours terrain. On va commencer avec l'hypothalamus et ensuite on va aller vers l'hypophyse. Pour l'hypothalamus, le plan est le suivant. On va commencer avec une introduction. L'introduction terrain, on va d'abord aller faire la modélisation 3D pour introduire le système nerveux. On va introduire un petit peu l'anatomie, la neuroanatomie, l'anatomie du système nerveux, plus particulièrement le système nerveux central, avec la structure اللي عندك داخل راسك داخل la boîte crânienne تاعك اللي هي l'encéphale. On va introduire un petit peu les structures nerveuses باش ومن بعد نلحقوا l'hypothalamus. On va situer cet hypothalamus et commencer la description تاعو. L'anatomie descriptive حنشوفوا شويه bon bien sûr la situation وين جاي quelles sont du coup les limites qui vont donner qui vont permettre de structurer cet hypothalamus, la forme et surtout la structure, la constitution de l'hypothalamus, car c'est des notions importantes à connaître qui vont même être revues plus tard en histologie pour la structure de l'hypothalamus. On terminera avec l'anatomie fonctionnelle et une petite conclusion pour ensuite aller à l'hypophyse. L'hypophyse, un plan similaire, on va définir l'hypophyse terna, c'est une glande, c'est même la maîtresse. La glande hypophysaire, c'est la maîtresse des glandes endocrines. On va comprendre très rapidement le rôle et la fonction TH. On va décrire cette hypophyse toujours avec la situation, la division, parce que c'est une glande, enfin, c'est une structure qui va posséder 2 ou 3 lobes, selon le mode de division TAC, et chacun des lobes aura déjà une origine embryologique différente, mais même une fonction légèrement différente pour la maîtrise, ou du moins la régulation des glandes endocrines. Je vous à la structure. L'hypophyse et les rapports anatomiques. Ce qui est très important en anatomie pour l'hypophyse, ce sont les rapports. Autant la structure, la division, le côté histologique de la glande, en histo, ce qui est logique, et même la fonction, en physiologie et même en histo. Mais chose qui est à retenir en anato, c'est bien l'anatomie topographique, les rapports anatomiques. On a droit à la vascularisation très 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 importante de l'hypophyse. Et on terminera avec une petite conclusion en citant quelques notions d'anatomie clinique, de pathologie, lire de réceler, donc l'hypophyse terrible. C'est un cours chargé, mais un cours qui va être compris très facilement, Inch'Allah. On commence avec une petite introduction sur la neuroanatomie, sur le système nerveux central. Mais avant de commencer sur le système nerveux central, un petit mot quand même sur le système endocrinien, l'unité. Alors, le système endocrinien, c'est un système qui va regrouper les glandes endocrines, plus précisément les tissus endocriniens, les cellules qui ont cette capacité sécrétrice de synthétiser, de sécréter des hormones, donc des facteurs chimiques, des messagers chimiques qui vont circuler au niveau de ton sang. Ces hormones-là, le but il est simple, c'est de réguler le milieu intérieur par le biais d'une régulation sur les paramètres physiologiques de le cortex. Ou je les paramètres physiologiques, pression artérielle, glycémie, le taux de sodium, de calcium, de magnésium, peu importe, le cortex. Ce sont des mesures qui vont refléter l'état du milieu intérieur, quand on parle de wasat dakhili, quand on parle de milieu intérieur, on parle du milieu intracellulaire, mais surtout du milieu ou du secteur extracellulaire avec le plasmatique et l'interstitiel. Ce système endocrinien donc est composé de cellules qui ont une action endocrine sécrétant des hormones. Ces cellules-là vont s'organiser de plusieurs manières différentes et la manière la plus connue, c'est les glandes. C'est l'individualisation de cet épithélium glandulaire sous la forme d'un organe qui va avoir une situation topographique régionale bien déterminée.
Les glandes معروفين, les glandes endocrines, عندك la thyroïde, عندك la surrénale avec cortico-médio-surrénale pour ne citer que, les parathyroïdes tanites, bref, عندك plusieurs glandes qui ont une action endocrine. On peut citer les gonades, testicules, ovaires qui ont une action endocrine, et bien sûr d'autres organes qui peuvent avoir une action endocrine sans être considérés comme étant des glandes. On peut citer le cœur, on peut citer le rein, on peut citer plein d'autres organes. Le tube digestif tanit avec des cellules qui ont cette capacité neuro-endocrine qui vont permettre de sécréter des hormones modulant, régulant la fonction de l'organisme. Et du coup, pour étudier le système endocrinien, ici en anatomie, le module d'anatomie, on va devoir étudier chacune des glandes avec leur structure en décrivant donc les glandes et en parlant des rapports anatomiques, la vascularisation et chouïa la fonction, même si la fonction ce sera plutôt du domaine de la physiologie. L'IUMA, la première structure en endocrino qu'on va étudier, ce sera un complexe, il va contrôler les autres glandes endocrines. C'est le complexe hypothalamo-hypophysaire. Et ce complexe hypothalamo-hypophysaire qui manque, pour mieux le comprendre, il faut d'abord des notions de neuroanatomie. Il faut d'abord comprendre le système nerveux. Le système nerveux, c'est le deuxième système régulateur le cortéana, après le système endocrinien qu'on vient d'introduire et de définir. C'est un système constitué donc du tissu nerveux. Il y a le tissu où je fais des neurones, des cellules un peu spéciales qui vont permettre de communiquer avec le reste, les organes et l'organisme par le biais d'un flux nerveux. Le long tel trajet sera un influx électrique. Et la terminaison axonale nerveuse, on va sécréter donc des messagers chimiques similaires aux hormones. Ce sont les neuromédiateurs, neurotransmetteurs, permettant donc de faire passer l'information. Ça, c'est des notions que tu sais déjà. Le système nerveux en 2 voire 3 systèmes. Le système nerveux central, c'est lui qui va nous intéresser de la modélisation 3D avec le tehta. Ce que tu vois en blanc, le tehta, c'est la moelle épinière. Et le fouqa, dans ta boîte crânienne, tu auras non pas le cerveau, mais l'encéphale. On va voir la différence entre les deux structures. En plus, le système nerveux central, on a un système nerveux périphérique, l'ensemble des nerfs périphériques, rachidiens, crâniens, qui sortiront du central, constituant le système nerveux périphérique. Et on a même, qu'on a vu énormément, que ce soit anato, que ce soit physio et tout, le système nerveux végétatif autonome, qu'on a étudié un cours de l'amnifat en première année, constitué donc du sympathique, parasympathique, permettant de réguler, de moduler les fonctions le milieu intérieur. Donc, ce qui va nous intéresser l'IOMA pour cette introduction, ces généralités sur la neuroanatomie, c'est le système nerveux central. Et plus précisément, ce ne sera pas la moelle épinière qui va nous intéresser, mais ce qui va se trouver dans ta boîte crânienne. Et ce qui se trouve dans ta boîte crânienne, c'est ça. C'est l'encéphale. Et l'encéphale, c'est un ensemble de 3 structures. Première structure, c'est le cervelet, en arrière. Deuxième structure, ce sera le tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est la partie la plus fouraniya la moelle épinière qui va s'insérer au niveau de ta boîte crânienne. Ce tronc cérébral est constitué de 3 sous-structures. Donc le tehta, on aura le bulbe rachidien. Le fouqa, on va avoir le... Alors ça ne va pas cliquer. Le fouqa, on va avoir le pont, la protubérance, et encore plus le fouqa, on aura le mésencéphale. Si ça veut cliquer, voilà, on a au moins le mésencéphale. Tronc cérébral plus cervelet plus le cerveau va constituer l'encéphale. Le cerveau, en réalité, c'est plusieurs structures qui marquent selon le code couleur. Quand on parle de cerveau, on parle généralement des 2 hémisphères cérébraux, les 2 parties du cerveau qui constituent ce qu'on appellera le télencéphale. Télencéphale, ce sont les 2 hémisphères cérébraux qui sont séparés par une espèce de fissure, par un sillon, mais qui ne sont pas totalement séparés. Il y a une communication entre eux. C'est ce que tu vois la souris. La communication qui va se faire entre les 2 cerveaux, ça va se faire par ce qu'on appelle des commissures. Commissures cérébrales, ça va être un ensemble d'axones, d'axones les neurones, qui vont permettre de lier les 2 hémisphères mabinathum. Donc ils ne sont pas totalement isolés les 2 hémisphères. Mais en plus donc de ces 2 hémisphères, au niveau de la région moyenne intermédiaire du cerveau, on retrouvera une formation qu'on appellera le diencéphale.
C'est la partie intermédiaire du cerveau, qui est par les deux hémisphères cérébraux. Ici, je ne peux pas observer le diencéphale, il va falloir couper donc un des deux hémisphères pour observer la structure moyenne à la base de l'encéphale qui va constituer donc le diencéphale. Ça, ce sont donc des généralités sur la constitution de notre encéphale. Pour mieux comprendre donc la structure, le cerveau تاعنا, on peut faire une coupe sagittale, une coupe sagittale sur le cerveau تاعنا, où on a retiré un des deux hémisphères pour pouvoir observer la structure centrale qui va s'appeler le diencéphale. Alors le diencéphale, c'est un ensemble de structures nerveuses qui va se situer au niveau de la région intermédiaire du cerveau. Et pour mieux comprendre ce diencéphale, il va falloir définir une autre notion au niveau du cerveau, c'est la notion de cavité derrière le cerveau. لازم تكون على بالك بلي l'origine embryonnaire, donc le schéma on va le comprendre, la modélisation on va le comprendre très rapidement. Il faut savoir que l'origine embryonnaire du système nerveux, tu l'as étudié en première année, c'est le tube neural. Et le tube neural, comme son nom l'indique, c'est un tube. Donc, un paroi ou une cavité. Tu t'es jamais demandé où je voulais être avec la cavité tel tube neural? Et bah, la cavité tel tube neural, elle s'est développée pour me donner des cavités au niveau du système nerveux central. On va éliminer Mdoka. Alors, on va éliminer Mdoka, le canal qui va se trouver au niveau de la moelle épinière qu'on appelle le canal épendymaire. Et on va s'intéresser aux cavités qui sont à l'intérieur de notre encéphale. À l'intérieur de notre encéphale, les structures cérébrales, les hémisphères, avec le diencéphale surtout, vont permettre de limiter des espaces derrière le cerveau, des cavités. Et ces cavités vont créer ce qu'on appelle le système ventriculaire. Les cavités derrière le cerveau, on les appelle les ventricules. Ces ventricules-là, ils sont au nombre de 4. On a deux ventricules d'abord, le fouqaniyin, qui ont cette structure élancée ici, en forme d'aile si tu veux. Ces deux ventricules-là, c'est ce qu'on appelle les ventricules latéraux. On a le tehtatanit, un ventricule proche de la région donc du tronc cérébral, quatrième ventricule qui ne va pas nous intéresser, mais ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il y a entre les deux. C'est ce que l'on appelle, cette structure-là, cette cavité qui est limitée, c'est ce qu'on appelle le troisième ventricule. Ce troisième ventricule, en réalité, il est limité par les structures du diencéphale, du cerveau intermédiaire. Des structures nerveuses permettant de limiter cette cavité, c'est le diencéphale. Maintenant qu'on a compris ça, on va pouvoir zoomer un peu plus pour trouver notre complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc avant d'aborder l'hypothalamus et l'hypophyse, un autre détail que j'ai oublié de dire, c'est que ce diencéphale-là qui constitue donc les parois de ce troisième ventricule, il est constitué de neurones. Il est constitué de noyaux, de corps cellulaires, donc il est constitué de noyaux nerveux qui vont contenir les corps cellulaires tels les neurones Tewan. Et là, on va faire un petit rappel. Tu as l'histologie entre guillemets du cerveau. Tu as vu le lycée. Tu n'as pas vu de l'histologie à proprement parler, mais tu as étudié le tissu cérébral un petit peu le lycée. Qu'est-ce qu'on avait dit le lycée? Alors, le système nerveux al-jaz al-asabi. On avait dit que les tissus qui vont constituer le jaz al-asabi, le système nerveux, huma zouj mawat. Madda bayda, madda ramadiya. Les substances grises et substances blanches. Au niveau du cerveau, au niveau de l'encéphale pour être plus précis, on a la substance grise qui contient donc les corps cellulaires tels les neurones T-Way, qui va être périphérique, constituant ce qu'on appelle le cortex cérébral. Et à l'intérieur de notre structure cérébrale, on va retrouver une substance blanche. Cette substance blanche, en réalité, ce n'est rien d'autre que les axones tels les neurones T-Way permettant de lier les structures mabénatome. Et si tu te rappelles bien, le lycée, on avait dit que pour la moelle épinière, c'était l'inverse. La substance grise, elle était centrale et la blanche était périphérique. Mais où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir qu'au niveau
de notre diencéphale, le cerveau intermédiaire ternant. Structure qui va donc border le troisième ventricule, troisième cavité médio-centrale au niveau de notre structure cérébrale. En temps normal, vu qu'il est à l'intérieur, on pourrait se dire qu'il est constitué de substances blanches, alors que non. Cette substance blanche, elle est bordée de de plusieurs corps cellulaires de mes neurones qui vont me former des noyaux. C'est ce que l'on appelle les noyaux gris centraux au niveau donc de la substance blanche. Ces noyaux gris centraux, donc c'est un ensemble, des neurones, de corps cellulaires de neurones, qui vont constituer des structures nerveuses qui vont constituer à leur tour le diencéphale. Où je nomme les structures nerveuses qui vont constituer le diencéphale, la structure qui va surplomber, constituer la majeure partie de notre diencéphale et les parois latérales donc du troisième ventricule, c'est le thalamus. Le thalamus, c'est un ensemble donc de noyaux gris centraux, donc de noyaux diffèrent du coup, mais des neurones, de corps cellulaires de neurones, qui vont avoir des fonctions très importantes et constituer le diencéphale. Le thalamus, un petit point fonction, c'est un petit peu le secrétariat de cerveau théâque, l'encéphale théâque. Il va recevoir beaucoup d'afférences, beaucoup d'informations, le périphérique ou les autres structures nerveuses, pour ensuite les trier. Il va les envoyer aux autres lobes cérébraux à chaque portion. Il va envoyer l'information spécifique à chaque portion du cerveau. Donc, on dit qu'il va jouer le rôle d'un relais sensoriel, d'un relais nerveux, un petit peu comme étant un secrétariat, où il va recevoir des informations, ensuite les redistribuer vers les autres parties du cerveau. Ça, c'est pour résumer le rôle du thalamus. Ce thalamus il est très important. Il surplombe le diencéphale et va être constitué d'autres structures, tehto, morah et encore tehto. Donc, on va prendre un autre schéma, une autre modélisation. Voilà, donc on reprend notre coupe sagittale sur notre cerveau, et là, ce qu'on aperçoit, c'est le diencéphale. Le diencéphale, il est bordé donc par plusieurs formations. Les formations la plus importante, c'est le thalamus, et pour le thalamus, on a d'autres structures. Les commissures, les côtelets qui vont permettre de lier les deux hémisphères cérébraux. Le plus important, c'est le corps calleux. C'est ça, le corps calleux. On a une autre commissure, le fornix, très important, qu'on appelait avant le trigone. Donc, des structures qui permettent donc de lier les deux hémisphères mebinetome pour qu'ils ne soient pas totalement isolés, permettant donc de communiquer. Donc, on a d'autres commissures. Commissure antérieure, ici, elle est visible. La commissure postérieure, si je ne me trompe pas, elle est à peu près ici. Hadouma, ce sont donc des structures, généralement de substances blanches, donc des axones de neurones, liant les structures cérébrales, liant les hémisphères cérébraux, droit et gauche, pour pouvoir avoir une fonction wadifa, une fonction commune. Tête le thalamus, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver d'autres structures nerveuses, donc un ensemble de noyaux gris centraux, un ensemble de corps cellulaires de neurones constituant le tehta. Tehta en dorsal, on va retrouver ce qu'on appelle le subthalamus. Et en arrière, on va retrouver une région qu'on appellera l'épithalamus, où on va retrouver une glande. C'est la glande pinéale, qu'on verra plus tard en histologie. Mais ce qui nous intéresse en fait le courtana, c'est ce qu'il y a tête le thalamus en avant. C'est ce que l'on appelle l'hypothalamus. Et voilà la région terna hypothalamique. Cet hypothalamus, si on veut le définir, on va dire que c'est une structure nerveuse. Donc un ensemble de noyaux gris centraux, donc un ensemble de neurones, de corps cellulaires de neurones, qui va avoir une surface approximativement égale, du moins qui ne va pas dépasser, la surface de l'angle de le pouce théâque. L'angle de le pouce théâque, la surface théâque, elle est équivalente à peu près à la surface de l'hypothalamus, se situant donc au niveau du diencéphale, au niveau donc de la base de notre encéphale, au niveau de la base de notre cerveau. Au niveau de la base de notre cerveau.
L'hypothalamus, il va constituer un complexe anatomico-fonctionnel. Donc, d'un point de vue anatomique, il est lié avec une autre structure tahto. Et même d'un point de vue fonctionnel, c'est une glande endocrine, la voilà, qui a une forme de pois chiche, une forme tahmesa, qui est ici appendue à l'hypothalamus. C'est ce que l'on appelle l'hypophyse, qu'on appelait avant la glande pituitaire, mais le terme il est plus trop d'actualité, on l'appelle la glande hypophysaire. Voilà l'introduction sur la neuroanatomie terna qui nous a permis donc de visualiser l'emplacement et la situation le complexe hypothalamo-hypophysaire. Ce sont des structures nerveuses qui vont avoir un rôle très important au niveau du système endocrinien, juste le thalamus. Et quand on va parler des rapports de l'hypothalamus et des rapports de l'hypophyse, on va revenir à cette modélisation 3D pour mieux comprendre. On va au niveau de notre diapo. On a introduit donc les notions générales de Wismo, les notions générales de la neuroanatomie, pour l'anatomie donc de l'encéphale. On sait que le cerveau, ce n'est qu'une partie de l'encéphale avec le cervelet et le tronc cérébral. Le cerveau est constitué donc de deux hémisphères cérébraux avec, au niveau de sa région intermédiaire, le diencéphale. Structures nerveuses qui vont border le troisième ventricule, une cavité au niveau du cerveau faisant partie du système ventriculaire du cerveau. C'est un dérivé embryologique de la cavité, le tube neural, en embryo en première année. Maintenant, l'hypothalamus, c'est la substance hadia en violet, fait le schéma, c'est la coupe sagittata morbellette, qui va se situer donc tête le thalamus et donc l'hypophyse et en avant du subthalamus et en avant de la glande pinéale. Donc voilà notre hypothalamus, où est-ce qu'il est situé au niveau donc du diencéphale qui est le cerveau intermédiaire ternant. Ensuite, maintenant si on veut commencer la description de l'hypothalamus, on a dit donc que c'est un organe, c'est une substance nerveuse qui va être considérée comme étant un organe neuroglandulaire. Il va former avec l'hypophyse un complexe anatomique déjà, parce qu'ils sont liés, mais bien un complexe on peut même dire histologique, vu qu'une partie, on va voir en bas de l'hypophyse, une partie de l'hypophyse, ce n'est rien d'autre que la continuité de l'hypothalamus. Une partie de c'est la même structure nerveuse que l'hypothalamus. On va voir ça plus tard. Et aussi un complexe fonctionnel. وعلاش معقد fonctionnel ou معقد وظيفي tout simplement parce qu'il يخدموا كيف كيف. L'hypothalamus, on le considère d'un point de vue fonctionnel comme étant le cerveau végétatif et le cerveau endocrinien. وعلاش cerveau végétatif وعلاش cerveau endocrinien. Cerveau végétatif parce que يتحكم لي في le système nerveux autonome végétatif. يتحكم لي في وظائف végétative, des fonctions végétatives au niveau du milieu intérieur. Il permettra donc de réguler la température, il va permettre de réguler la pression artérielle, il va permettre de réguler la faim, la soif, plusieurs fonctions, l'activité sexuelle, plusieurs fonctions végétatives, le corps terna sont régulés par l'hypothalamus. Ida, on avait dit que le thalamus, c'était le secrétariat à le cerveau. L'hypothalamus, lui, c'est un petit peu le chef d'orchestre qui va permettre donc de réguler, de contrôler les fonctions végétatives d'une part, et aussi les fonctions endocriniennes. C'est un cerveau endocrinien, c'est le chef d'orchestre endocrinien. Wa'alash. Généralement, tu vas retrouver les auteurs, yato had le titre, l'ESM, chef d'orchestre, maître, t'as les glandes endocrines, ils vont le donner beaucoup plus l'hypophyse, la glande est juste tête. C'est pas faux, mais on va voir, en réalité, l'hypophyse, elle est contrôlée par l'hypothalamus. Donc le terme chef d'orchestre, il serait plus approprié de l'utiliser pour l'hypothalamus. C'est lui qui va contrôler en réalité l'hypophyse, l'hyal va contrôler les autres glandes endocrines, c'est le système endocrinien. Donc voilà la fonction générale de notre hypothalamus, organe neuroglandulaire formant un complexe anatomico-histologique, physiologique, fonctionnel avec l'hypophyse pour le bon fonctionnement végétatif et endocrinien le corps l'organisme tac. Si on commence avec l'anatomie descriptive donc de notre hypothalamus, la situation ben donc ce sera la région médiane notre antéro-inférieur, notre diencéphale. Plus précisément, on va dire que on revient à notre anatomy learning, donc à notre
à notre modélisation 3D, pardon, نبداو يروحوا لي les mots. On va voir la portion où elle est où la portion où on va voir le système ventriculaire, voilà. On peut tenir dire que l'hypothalamus, d'un point de vue situation, il va constituer les parois. Il est là l'hypothalamus. Il constitue la paroi latérale inférieure et le plancher du troisième ventricule. Donc le troisième ventricule, il est bordé par le thalamus, enfin il est bordé par le diencéphale. Et le tehta, qu'est-ce qui il va être bordé par quoi? Il va être bordé par l'hypothalamus. L'hypothalamus constitue la paroi latérale et le plancher, donc la paroi inférieure, le plancher, c'est notre troisième ventricule. Et il se continue le tehta par l'hypophyse. J'espère que tu as compris le schéma d'ailleurs, parce que ce qui est en bleu, montré en bleu transparent, c'est les cavités. Les cavités qui sont à l'intérieur de notre encéphale, le système ventriculaire ternant. Donc ça, c'est pour définir la situation de notre hypothalamus. D'un point de vue forme, il a la forme d'un entonnoir, une forme un peu bizarre, quadrilatère, mais sa forme, la forme donc de l'hypothalamus ne va pas, d'un point de vue surface, va pas dépasser qui montre l'angle le pouce tac. Les frontières entre l'hypothalamus et le thalamus sont bordées donc par une formation ici en forme de sillon, mais ils sont plus ou moins, ils sont pas suffisamment visibles, distinguables pour bien pouvoir différencier les corps, les noyaux gris centraux entre le thalamus et l'hypothalamus. En tout cas, une forme d'entonnoir bordant le troisième ventricule constituant le diencéphale, c'est-à-dire la partie intermédiaire du cerveau, le cerveau intermédiaire. On revient à notre diapo. Forme d'entonnoir à sommet inférieur qui se continue le tehta par l'hypophyse, avec une petite dimension qui ne va pas dépasser l'ongle, le pouce, tac. En tout cas, si on veut parler, avant de parler donc ici on a un schéma de une coupe frontale qui nous montre le thalamus melfour, ici c'est l'hypothalamus, et on va continuer l'hypothalamus avec une tige qu'on peut tenir, qui fait partie donc de la région de l'infundibulum, la tige pituitaire qui va se continuer par la glande hypophysaire. C'est le complexe fonctionnel TERNA qui permettra donc de réguler le système endocrinien TERNA. Avant de passer à la structure de l'hypothalamus, parce que l'hypothalamus, la majorité, le point le plus important de le cours, c'est la structure histologique. La structure histologique, c'est une substance nerveuse constituée donc de neurones, de corps cellulaires de neurones, des noyaux gris centraux. Avant de parler des noyaux, ils sont importants à connaître. On va revoir avec plus de détails fonctionnels en histologie d'ailleurs. On va d'abord parler des rapports de l'anatomie topographique de l'hypothalamus. Alors pour l'anatomie topographique, est-ce qu'on utilise la modélisation ou on change? On continue avec à dire. Pour l'anatomie topographique, quels sont les rapports anatomiques de l'hypothalamus? Alors les rapports anatomiques, ils sont simples à comprendre, à visualiser euh, avec, avec la modélisation 3D. Quoique on va finalement changer de trucs 3D. Voilà, on reprend notre fameuse coupe sagittale qui passe ici par les structures Taïwan. Alors l'hypothalamus, visible ici, il est là. Il est bordé par des structures diencéphaliques. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver le foura fort l'hypothalamus, on va retrouver bien sûr le thalamus. C'est normal, on a littéralement appelé hypothalamus parce que j'ai tête le thalamus. Zid, donc en haut et en arrière, on a le thalamus. En avant, on aura une structure, alors qui n'est pas bien visible, quoique si elle est bien visible, on aura une structure qui va fermer, on aura une structure, pardon, qui va fermer la paroi, qui va constituer la paroi antérieure du troisième ventricule, qu'on appelle, si j'arrive, voilà, la lame terminale. C'est une lame donc de substance nerveuse qui permettra donc de cloisonner le troisième ventricule en avant. Et généralement, les coupes frontales, l'hypothalamus, mais bench parce qu'on a envie de laisser passer de chauffe le troisième ventricule.
Mais en avant, le troisième ventricule moche, مفتوح en avant, il est bien sûr fermé par une lame de tissu nerveux. Donc, c'est la lame terminale. Cette lame terminale constitue donc un rapport important en avant donc de l'hypothalamus terna avec, on peut citer, la commissure antérieure, le foura, hein, c'est une commissure, donc c'est un tissu de substance blanche qui va permettre de lier les deux hémisphères cérébraux ma بيناتهم. Ou le tahta, qu'est-ce qu'on retrouve en avant? Cette substance en jaune هنايا. Cette substance en jaune, c'est un tissu nerveux tannate, c'est le croisement des deux nerfs optiques qui constitue ce que l'on appelle le chiasma optique. Ce chiasma optique, on va le revoir, les rapports à l'hypophyse tannate, car il a un intérêt pathologique clinique très important. Voilà les rapports antérieurs donc de notre hypothalamus. On peut citer donc la lame terminale essentiellement, commissure antérieure et même un peu le tahta avec le sommet de l'hypothalamus, le chiasma optique. En arrière et en haut, on a parlé donc de notre thalamus. On peut citer le subthalamus, donc la partie tehtania dorsale de notre thalamus, kif kif. Donc c'est un ensemble de noyaux gris centraux, donc de substances nerveuses, de substances grises essentiellement. Le tahta, on va continuer l'hypothalamus par le biais de l'hypophyse, hein, évidemment, avec la tige pituitaire. Et globalement, voilà. Et en médial, bien sûr. En latéral, on retrouvera bien sûr les hémisphères cérébraux. Et en médial, on retrouvera bien sûr le troisième ventricule. Voilà les rapports essentiels donc de notre hypothalamus pour pouvoir le situer d'un point de vue topographique. Ça, c'était l'une des parties importantes du cours d'anatomie. On va passer à une deuxième partie très importante, les noyaux de l'hypothalamus. C'est une substance nerveuse constituée de neurones, de corps cellulaires de neurones qui vont constituer des noyaux gris centraux derrière la substance derrière le madda al-bayda. Donc, ces noyaux-là, شحال كاين le nombre تاعهم ne fait pas consensus entre les anatomistes. Le nombre تاعهم, il varie selon la référence. Tu peux trouver chez certaines références qu'on a 7 noyaux au niveau de l'hypothalamus. Moi, je dirais qu'ici, on a 7, hein, paraventriculaire, postérieur, dorsomédial, supraoptique, ventromédial, infundibulaire, mammillaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va dire 7 noyaux minimum. Maintenant, on va en décrire plus. Et en histologie, quand on va revoir les noyaux, on va en décrire plus net. Ces noyaux-là, ils ont été décrits donc par plusieurs anatomistes. Et au fur et à mesure qu'on avance, l'individualisation donc des noyaux va différer d'une référence à une autre. Hnaya, on va voir la division de l'hypothalamus la plus simple pour comprendre. C'est celle qu'on va revoir en histologie pour mieux appréhender la structure terna au niveau de notre hypothalamus. Donc, كما قلت لك, l'hypothalamus متكون des noyaux gris centraux, un ensemble de neurones. Chaque noyau aura une fonction, donc déjà il aura une situation topographique, il va occuper un espace, il va occuper une région, l'hypothalamus, et il va avoir une fonction spécifique. Soit il va contrôler une fonction végétative, soit il va contrôler une sécrétion hormonale, il va sécréter une hormone, facteur endocrine, qui va ensuite se diriger vers l'hypophyse, ou là carrément les deux. Ça va dépendre de chaque noyau. On ne va pas détailler chacune des fonctions des noyaux. Ça sera plus le cours de d'histo et même on va revoir ça en physio normalement. On va redétailler ça en histo et en physio. Mais ce qui va nous intéresser, c'est d'ailleurs la nomination, le nom de les noyaux et globalement la fonction mais surtout la situation au niveau de l'hypothalamus. Donc, il y a minimum 7 noyaux qui vont se répartir en 3 régions. 3 régions sur un plan sagittal, la direction antéro-postérieure, la direction selon un axe sagittal. On a 3 régions. Une région antérieure, ce sont les noyaux qui sont symbolisés ici en rouge. Une région moyenne, qu'on appelle la région tubaire, ce sont les noyaux qui sont symbolisés ici en jaune. Et une région postérieure, ce sont les noyaux qui sont symbolisés ici en bleu. Le code couleur, il est important pour mieux comprendre donc chacun des noyaux terna. Ça, c'est la division en aire, en surface des noyaux de l'hypothalamus qui vont avoir une fonction similaire. Les noyaux de la région antérieure, ils vont avoir le même objectif, presque la même fonction. Les noyaux de la région moyenne, qui vont avoir des fonctions similaires.
Et les noyaux postérieurs, kiff kiff, ils vont avoir des fonctions similaires. On a divisé l'hypothalamus en ces trois régions selon un axe antéro-postérieur, donc selon l'axe ventral dorsal, à la la fonction. On a aussi une autre division, au niveau de la région les noyaux de l'hypothalamus, mais elle est beaucoup plus morphologique. C'est à la sur une vue ventrale, à la la proximité avec le ventricule. On aura des noyaux qui vont se situer, donc à l'hypothalamus. Imaginons que le ventricule il soit là. On aura des noyaux qui vont être proches du ventricule, ce sont les noyaux périventriculaires. On aura des noyaux très très éloignés du ventricule, en latéral, ce sont les noyaux latéraux, donc c'est la région latérale. Et on va avoir entre les deux une région médiale. C'est une division sur un plan frontal par plusieurs donc, axes sagittaux qui vont diviser l'hypothalamus terna en ces trois régions morphologiques, topographiques, mais qui n'ont pas une utilité fonctionnelle. Ils n'ont pas une utilité vraiment fonctionnelle. Donc, pour mieux appréhender la division donc des noyaux, on va voir un petit peu les schémas d'un auteur bien connu en anatomie, d'un anatomiste bien connu français, Pierre Camina. Alors, le livre de Camina, la description des noyaux de l'hypothalamus, est encore plus poussée. Il a poussé la description encore plus loin. On a plus de noyaux, on n'en a pas 7, on en a beaucoup plus. Plusieurs noyaux qui sont décrits avec un code couleur similaire. Il a divisé l'hypothalamus terna en trois régions selon ici une vue sagittale. Les noyaux en bleu, c'est la région antérieure, l'aire rostrale, l'aire antérieure. Ici en jaune, ce sont les noyaux moyens, intermédiaires, la région tubaire. Et en arrière, en rouge, rose, henaya, ce sont les noyaux donc, de la région postérieure. En plus de ça, il n'a pas divisé l'hypothalamus en trois aires ou en trois régions barques. Il a divisé, il a rajouté deux autres aires. Ce que tu vois ici en vert, c'est ce qu'on appelle l'aire latérale. On a remarqué, on aura donc des noyaux au niveau de cette aire latérale. Et il a même rajouté une cinquième aire, Camina, ici pour la description de son hypothalamus, il a rajouté une aire dorsale, en supérieur. Une aire dorsale qui est la partie donc la plus dorsale de l'hypothalamus. Tout ça pour te dire, ouais, je n'ai les détails. La description d'hypothalamus, elle va varier, donc les noyaux et la division de l'hypothalamus au niveau de sa structure, elle va varier selon les sources et les références تاعك. Donc, il y a un diapo qui a 7 noyaux, le QCM de l'examen تاعك 7 noyaux. Il y a plus, ce sera plus. Ida تقرب le livre de Pierre Camina, tu vas trouver beaucoup plus de noyaux. Des noyaux qui vont non pas être répartis en 3 régions, mais en 5 régions, en 5 aires, en 5 surfaces. Et donc, pour ne pas se perdre, parce que Camina aussi, il a divisé l'hypothalamus avec les coupes frontales. On a coupé en coronale, en coupe frontale. On remarque ici en 9, c'est quoi? C'est le troisième ventricule et il est bordé donc par plusieurs noyaux de l'hypothalamus terna. Il y a plusieurs plans de coupe qui vont passer, il faut respecter le code couleur, qui vont passer selon les régions, donc antérieures, moyennes et postérieures. Et qui malakchouf, on a effectivement une région périventriculaire, une région médiale et une région ici en vert latérale. Et là, comme tu vois, il y a plus que 7 noyaux. Il y en a énormément pour la description de l'hypothalamus par Camina. On va s'attarder uniquement sur la description la plus simple possible pour retenir l'essentiel. On va la division de le diapothéane. Donc, on va commencer avec la région antérieure. L'hypothalamus antérieur fait 5 noyaux, importants à connaître. Donc la région antérieure, on va retrouver première aire en réalité, c'est le noyau rouge légèrement clair, en transparent en arrière. C'est ce qu'on appelle l'aire préoptique. C'est un ensemble donc de noyaux hypothalamiques qu'on va appeler les noyaux préoptiques qui vont se chevaucher sur les régions ventrolatérales médiales. Ils vont se chevaucher du coup sur les régions en coupe frontale bien sûr. Si on prend en coupe frontale, ils vont être plus ou moins en latéral et en médial. Ces noyaux préoptiques sont du coup juste la région
optique تاعنا en avant donc de l'hypothalamus, en avant de la lame terminale. Donc c'est le premier noyau تاعنا. Deuxième noyau, on va parler du noyau ici, le تحتاني, qu'on appellera, il y a جاي فوق, ça c'est quoi? C'est le chiasma optique. Juste fort ici l'hypophyse, en avant de l'hypophyse, c'est le chiasma optique. On va l'appeler le noyau suprachiasmatique. C'est le deuxième noyau. Zid, on va citer ici pour la région optique, on appellera le noyau supraoptique. Troisième noyau. On aura un autre noyau ici, la région antérieure, on l'a appelé le noyau hypothalamique antérieur. Et un petit peu le foro, on va retrouver un noyau de part et d'autre du ventricule, le noyau paraventriculaire, mais chez périventriculaire, paraventriculaire à d'ailleurs. Ces 5 noyaux constituent donc la région antérieure de l'hypothalamus, ce sont donc des noyaux nerveux, qui vont avoir des rôles différents, mais qui auront une fonction commune. Globalement, on dit que la partie antérieure de l'hypothalamus va permettre de gérer le sommeil. Ils sont en relation avec le système nerveux parasympathique et donc ils vont gérer des fonctions végétatives en rapport avec le parasympathique. Ils gèrent la thermorégulation, donc c'est-à-dire la température corporelle TAC. Ils régulent la pression artérielle et le sommeil TAC. Globalement, voilà les fonctions pour l'hypothalamus antérieur. En plus de ça, les noyaux paraventriculaires, les noyaux du coup, on va dire en général, on va pas aller plus le détail, les noyaux en général donc de l'hypothalamus antérieur vont contrôler l'hypophyse postérieure. L'hypophyse postérieure, on va le voir, l'hypophyse c'est une glande qui se en deux, une partie antérieure et une partie postérieure. La partie postérieure, elle est contrôlée par la région antérieure de l'hypothalamus. C'est une région qui va sécréter 2 hormones importantes. La première hormone, c'est, que tu connais déjà urinaire, c'est l'ADH, et tu connais même cardio. L'ADH, l'hormone antidiurétique, qui permet donc de réabsorber de l'eau et d'empêcher la diurèse, donc la sécrétion et l'élimination des urines. Et c'est aussi une hormone qui permet donc de lutter contre la baisse donc de la pression artérielle. Parce que j'augmente la volémie, je réabsorbe de l'eau, avec l'eau et le sang, le volume sanguin يزيد, la pression artérielle هتطلع. Cette ADH, elle est sécrétée donc par l'hypothalamus antérieur. Elle va être stockée l'hypophyse postérieure pour ensuite être relarguée au niveau de la circulation sanguine. Deuxième hormone, synthétisée par l'hypothalamus antérieur, très importante, c'est l'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone qui va être sécrétée pour permettre les contractions utérines et permettre la libération du lait. Donc les hormones là, ils vont être stockés au niveau donc de l'hypophyse postérieure. On va le voir juste après. On passe maintenant à la région moyenne. L'hypothalamus moyen, c'est la région, c'est la région donc de l'hypothalamus qu'on appelle peut-être la région tubaire. Elle va contenir plusieurs noyaux. Les plus importants, ce sont les 3 noyaux hadouma qu'on appellera, qui sont en jaune ici, noyau dorsomédian, noyau ventromédian et un noyau qui a une forme semi-lunaire qu'on appellera le noyau arqué. Les noyaux, ils ont une fonction commune, l'hypothalamus moyen. C'est un centre sexuel permettant de contrôler l'action sur les gonades, donc sur les organes reproducteurs génitaux. C'est aussi un centre de l'appétit, il va contrôler l'appétit, la faim et la satiété. يعني فقداش تكون شبعان فقداش لازم تاكل فقداش تجوع الجوع والشبعه ils sont limités par les noyaux dorsomédians et ventromédians. Chacun d'entre eux va avoir une action sur l'appétit. Et on a aussi une action sur le comportement, sur l'agressivité. Parce que mal l'appétit, les dorsomédians, ventromédians, ils vont jouer sur l'agressivité. Qui te ji'an, tu remarqueras à Ramadan d'ailleurs, qui te ji'an, tu es plus facilement irritable, tu es plus facilement agressif. C'est justement des noyaux de l'hypothalamus moyen. Et à l'inverse, si tu es shib'an, du coup, tu es beaucoup plus calme, moins agressif. Et ça peut expliquer le comportement de Ba'd al-Ibad Ramadan. L'hypothalamus moyen, contre lui, il va avoir une action endocrine sur l'hypothalamus antérieur.
On aura une sécrétion d'hormones à ce niveau-là qui va agir sur l'hypothalamus antérieur, la partie antérieure, le lobe antérieur, l'adéno-hypophyse, permettant de sécréter d'autres hormones pour jouer et contrôler les autres glandes endocrines. Voilà un petit peu euh, l'hypothalamus moyen. Dernière région, c'est le postérieur, l'hypothalamus postérieur. Plusieurs noyaux, mais maintenant on va citer un noyau et on va citer un complexe de noyaux. Alors, le noyau Henaya, en postérieur, c'est le noyau qu'on a appelé hypothalamique postérieur. Ça, c'est un noyau qui est en contact, enfin qui est en relation avec le système sympathique. On avait dit que l'antérieur était en rapport avec le parasympathique, là il est en rapport avec le sympathique. Il va être en rapport avec le sympathique et il est considéré comme étant le centre de la vigilance et de la conscience. Relation avec le sympathique permettant donc là une plus grande vigilance dans un état de stress qui est initié par le système nerveux sympathique. Et Miltat, qu'est-ce qu'on a? On a un ronflement, Miltat, qui est visible qui est visible non, la modélisation 3D. Si tu zoomes un petit peu, tu vas retrouver l'hypophyse. C'est quoi cette boule? La boule qui fait partie de l'hypothalamus, c'est un renflement qu'on va appeler le corps mammilaire. Une structure plus ou moins ovalaire, sphérique, qui va porter le nom de corps mammilaire. C'est un complexe de noyaux. C'est pas juste un seul noyau, c'est un complexe de noyaux. Les plus connus, on cite les noyaux mammilaires médial et latéral. Noyau mammilaire médial et latéral, un seul corps mammilaire. Et les corps mammilaires, on en a deux. Donc le nombre de noyaux que je viens de te citer. Les corps mammilaires, ils sont importants à l'aise parce qu'ils permettent d'avoir une connexion avec d'autres structures, le cerveau, l'encéphale. Il va jouer avec la mémoire par le biais d'une relation avec le système limbique. On ne va pas le détailler, ce sera fluidité 5, mais en tout cas, le système qui va avoir une relation avec la mémoire. Donc, par le biais d'une relation avec le fornix, qui est une des commissures cérébrales permettant de lier les hémisphères cérébraux. On ne va pas détailler le truc. En tout cas, il aura une fonction sur la mémoire. Il est considéré comme un centre de relais pour des réflexes qui peuvent être reliés à l'odorat. Ça, c'est la fonction donc végétative donc de l'hypothalamus postérieur, la région postérieure, l'aire postérieure avec le noyau hypothalamique postérieur et le complexe de noyaux qui est le corps mammilaire. Alors, tu vas trouver d'autres sources, bien sûr d'autres noyaux. On revient Naya au schéma Tapir-Kamina. On peut citer d'autres noyaux en plus de les noyaux qu'on a cités. On va les reprendre. On a au niveau de la région antérieure, ici, ce qui est en bleu, ce sont les noyaux de l'hypothalamus antérieur, avec ici, en numéro 4. Et en numéro, ça c'est quoi? C'est le numéro 6. 4 et 6, ce sont les noyaux préoptiques. Latéral, ventrolatéral et médial. Le tehta, on a le noyau juste pour le chiasma optique qu'on appellera le suprachiasmatique, il est en numéro 8. Ensuite, on a quoi? Le supraoptique. Et les supraoptiques, Kamina les a décrits au nombre de 3. On en a 3 les supraoptiques. La région Tehom. Il a décrit un supraoptique dorsomédial, ventromédial et dorsolatéral. C'est pour te dire la précision de la description au niveau de cette référence. Ça, ce sont les noyaux antérieurs. J'ai oublié de citer le noyau ici, hypothalamique, antérieur, tanit. La région moyenne tubaire, qu'est-ce qu'on a? En jaune, on a les classiques ventromédian, dorsomédian et on a l'arché meltehta. Ensuite, en postérieur, on a le noyau hypothalamique postérieur et les corps mammilaires téwana. Les corps mammilaires sont des complexes de noyaux hypothalamiques. Tu peux trouver d'autres références, d'autres noyaux qui vont être décrits, des noyaux proches de la région mammilaire. On peut citer des noyaux prémammilaires, ventral, dorsal. On peut citer des noyaux tubéro-mammilaires qui vont aller dans la région latérale, qui vont aller donc de la région mammilaire à la région postérieure à la région tubaire. Ce sont les noyaux ici, c'est le 17, si je ne me trompe pas, c'est bien le 17. Le noyau donc tubéro-mammilaire, le voilà, qui sont donc des noyaux, on va dire moins importants, on ne les a pas décrits la référence TANA, mais qui peuvent être décrits par d'autres références et d'autres sources.
Voilà donc les différents. On va prendre un petit peu les schémas هنايا تاع les coupes frontales تاع Kamina pour encore plus consolider نفهموا. Sur une coupe frontale qui passe en antérieur l'hypothalamus, qu'est-ce qu'on voit essentiellement? Ce sont les noyaux bleus. Les noyaux bleus, mais les noyaux antérieurs. Donc عندك le noyau paraventriculaire. Ah oui, j'ai oublié de le citer, Morbet. Le noyau paraventriculaire, le noyau en 3 hypothalamique antérieur, et هنايا les trois hadomas sont les noyaux supra-optiques. Sur une coupe frontale qui passe la région moyenne tubaire, sont les noyaux jaunes essentiellement. Les noyaux jaunes, les هما عندك dorsomédian ou la dorsomédial, عندك ventromédial وعندك l'arché اللي عنده هاد la forme d'arc, la forme semi-lunaire نعمل تحت. Et sur une coupe frontale postérieure, la région mammillaire ou la postérieure, chaque tchouf, alors les deux corps mammillaires qui sont du coup un complexe de noyaux. Plusieurs noyaux vont se chevaucher. Donc on a noyau mammillaire médial, noyau mammillaire latéral, ici c'est le 7, le médial, le 6 c'est le latéral. On a d'autres noyaux et ici en 14, on a le noyau hypothalamique postérieur qu'on va devoir retenir. Et qui m'a tout au long de la coupe, on a vu que la plupart de ces noyaux qu'on a décrits, ils vont plus ou moins se mettre dans la région médiale, voire latérale, essentiellement. La région périventriculaire Naya, elle est bordée donc par un noyau qu'on appellera ici, en 12, le noyau périventriculaire que l'on n'a pas, qui n'est pas à confondre avec le paraventriculaire qu'on n'a pas décrit Naya. Ce que je te demande de retenir, parce que Hadouma, c'est du détail, le détail il n'est pas à retenir, c'est juste les différentes divisions, puisqu'il te fera une référence ou une autre source que le diapo تاعك ou chaque تشوف la vidéo تاعي تفهم بلي la division hypothalamique elle n'est pas gravée dans le marbre. Il y a plusieurs auteurs, il n'y a pas un consensus qui va te dire il y a tel nombre de noyaux, hamnik. On a des noyaux, il y en a sur Menhom, on les a décrits, qui sont décrits par presque tous les auteurs, mais on a des noyaux supplémentaires moins importants, qui ont été décrits, ça, ils sont un peu moins importants, et on ne va pas aller faire le détail pour la compréhension de l'unité endocrinienne, en histo et même en physio. Ici, on a cité les grandes lignes, les noyaux qui sont montrés, fait le schéma, ils sont à retenir, et leur fonction, elle sera à retenir Kinderoha en histologie, parce qu'on va reprendre des noyaux en histologie pour encore mieux les comprendre et mieux les assimiler. Ici, tu as un schéma récapitulatif qui va te montrer que l'hypothalamus, de manière générale, il va avoir une fonction hormonale, endocrinienne, contrôlant l'hypophyse, et une fonction végétative, neurovégétative, contrôlant les fonctions végétatives comme la pression artérielle, l'activité sexuelle, le cycle veille-sommeil, la faim. Elle est où la faim? Elle n'est pas là. En tout cas, la soif et l'appétit, elle est là, l'appétit. La soif et l'appétit jouent en tête la mémoire avec les corps mammillaires, leur rapport avec le système limbique, et tannit jouant sur les émotions, la joie, la tristesse et surtout l'agressivité avec la faim. Donc voilà l'hypothalamus terne. On passe maintenant à la deuxième glande, enfin la deuxième structure qui est une glande, c'est la structure hypophysaire, la glande hypophysaire. Alors l'hypophyse, le plan courbein, définition sur l'hypophyse avec la situation, anatomie descriptive, on va décrire l'hypophyse terna, situation, division, structure, et surtout les rapports. Ça, c'est la partie la plus importante. Rapport anatomique, vascularisation ternée, très très important pour comprendre la fonction de l'hypophyse. Alors l'hypophyse, qu'on appelait avant la glande ou là, le corps pituitaire, qui est un nom qui n'est plus d'actualité, c'est une glande endocrine en forme de pois chiche qui est située juste derrière l'hypothalamus au niveau de ton encéphale. C'est une glande endocrine qui est connue comme étant le chef ou la maîtresse. La glande hypophysaire est la maîtresse des glandes endocrines parce que c'est elle qui va pouvoir, par le biais donc de ses hormones, jouer donc sur la régulation endocrinienne, hormonale, TANA, avec une régulation sur les glandes endocrines, tel organisme, TAC. Là voilà la glande hypophysaire TANA. On peut la voir en modélisation 3D, pardon. Toujours la coupe sagittale TANA, elle est là, notre fameuse glande pituitaire, notre glande hypophysaire, elle est là, et elle va se situer ici. Donc, au niveau de l'hypophyse TANA, la situation, elle va se situer, qui marque le schéma, elle va se situer dans
d'une cavité, dans un trou. Un trou qui est creusé dans un os très très important, l'os, si ce n'est l'un ou l'os principal à la base du crâne théâque, c'est l'os sphénoïde. Alors au niveau de l'os sphénoïde, on va l'étudier kiff kiff en neuro, hein, on va l'étudier en neuroflostéologie donc du crâne. Un des os principaux de la région crâniale au niveau donc de ta tête. Et c'est un os, on va, quand même, on a trois caractéristiques. Première des choses, os à la base, tu le crâne. Deuxième des choses, c'est un os pneumatique. Je même ta pneumatique, il est creusé d'une cavité mais ce sera la cavité sphénoïdale. La cavité, hein. Elle est là, la cavité sphénoïdale. On va la voir juste après avec d'autres schémas. Donc c'est un os pneumatique qui est creusé donc d'une cavité étanite. Il va contenir, troisième information, il contient la glande hypophysaire par le biais de ce que l'on appelle la selle turcique. Une petite cavité qu'on va qui ressemble à la selle des chevaux qu'on remarquait un les Turcs. On l'a appelé littéralement la selle turcique à cause de ça, qui est donc creusée au niveau donc de l'os sphénoïde, permettant donc l'emplacement, la situation de la de la glande hypophysaire. Elle est presque limite isolée du cerveau, cette glande hypophysaire. Et bien sûr, elle aura une action hormonale très très importante. C'est une glande donc qui reste quand même liée à l'hypothalamus par le biais de l'infundibulum, par le biais donc de la tige pituitaire, la tige hypophysaire, donc la région, la petite tige qui permet donc de lier l'hypothalamus à l'hypophyse. Elle est là. Et il faut savoir que d'un point de vue dimension, l'hypophyse, c'est une glande qui ressemble à un pois chiche. Elle va peser 0,5 voire 0,6 grammes. Le poids va varier selon le sexe et selon l'état de grossesse. Est-ce que la femme est enceinte ou pas? On va le voir vers la fin de le cours. C'est une glande, donc la forme et la dimension elle est très importante. La forme de pois chiche, au niveau des dimensions, un volume approximatif entre 5 à 15 mm à peu près. Vraiment, ça ne dépasse pas la taille d'un pois chiche. Et elle pèse 0,5 g à peu près. Le poids il augmente, ça c'est une notion importante, il augmente chez la femme lorsqu'elle est enceinte. Au cours du troisième semestre donc de la grossesse, on va avoir une augmentation du poids et du volume de la glande hypophysaire. Le wa'alash, tu vas le voir en histologie. On va voir l'histologie, quelles sont les cellules quelles sont les cellules, quelle est la fonction des cellules à l'hypophyse. Tu comprendras wa'alash, la glande hypophysaire va grossir, prendre du poids au niveau de pendant la grossesse, pardon. Donc, cette glande hypophysaire, on peut la diviser en deux régions, en deux lobes. Elle a un aspect donc de hmessa, de pois chiche, avec deux lobes. Un lobe antérieur et un lobe postérieur. Le lobe antérieur, c'est la glande à proprement parler. C'est la portion glandulaire. C'est la portion qu'on va appeler, avec d'autres structures qu'on détaillera en histologie, l'adénohypophyse. Portion de l'hypophyse à but endocrinien, qui va sécréter des hormones. Elle recevra des hormones de l'hypothalamus, qui va la stimuler pour qu'elle sécrète ses propres hormones. Ni huma hayrohou yidorou la circulation. Et les glandes endocrines, thyroïde, surrénale, etc., etc., pour تحفزهم على la fonction تاعهم. Et en postérieur, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un deuxième lobe, c'est le lobe postérieur. Ce lobe postérieur, on l'appelle la neurohypophyse, avec bien sûr d'autres structures. La neurohypophyse, ce n'est rien d'autre que la continuité histologique de l'hypothalamus. C'est de l'hypothalamus qui a continué pour me former la neurohypophyse, pour former le lobe postérieur. En réalité, en histologie, on va voir que ici on a des cellules endocrines, l'adénohypophyse. La neurohypophyse sera du nerveux. Les axones, les neurones, les noyaux gris centraux de l'hypothalamus, et la neurohypophyse constituant donc l'essentielle partie de la structure histologique du lobe postérieur. Ça, c'est important à savoir. Et la partie postérieure, elle ne sécrète pas d'hormones à proprement parler. La neurohypophyse,
elle va, d'un point de vue fonctionnel, stocker les hormones de l'hypothalamus. Alors, avec des hormones de l'hypothalamus, ils sont destinés au lobe postérieur. C'est principalement la région antérieure, à peu près, qui va sécréter donc les hormones. On les a dit, bon, bélette. ADH, ocytocine. ADH, ocytocine, ce sont des hormones qui vont être stockées dans la neurohypophyse pour ensuite être relarguées par cette neurohypophyse dans la circulation sanguine. Ce sont des hormones hypothalamiques, mais leur sécrétion, elle est neurohypophysaire. Ça, c'est important à retenir. Ce sont des hormones qui sont fabriquées par l'hypothalamus, mais leur sécrétion, elle est neurohypophysaire. Structure, d'un point de vue structure, ah bah là, regarde, on a déjà un petit aperçu de la vascularisation et surtout de la structure histologique. L'antéhypophyse, c'est une glande. La partie glandulaire, partie endocrinienne à proprement parler, donc, de l'hypophyse. La neurohypophyse, par contre, c'est les axones, t'as les noyaux supraoptiques et paraventriculaires, t'as l'hypothalamus. Les noyaux, t'as la région antérieure de l'hypothalamus, qui va envoyer donc des prolongements aller jusqu'à la neurohypophyse, et du coup, le stockage, t'as l'ADH, t'as l'ocytocine, va se faire ici. Ils sont là. Si je zoome, je trouverai des vésicules où je vais trouver donc de l'ocytocine et de l'ADH. La fabrication elle est hypothalamique, la sécrétion elle est neurohypophysaire. Qui manque le La neurohypophyse, c'est un réservoir. Stockage. Le rôle TAE, c'est qu'il stocke les hormones hypothalamiques. Alors ici on a un petit aperçu des différentes hormones qui nous viennent donc de l'hypophyse. J'ai pas envie de les citer fait le cours d'anato parce qu'ils sont cités en histo et ils vont être cités en physiologie. Mais vas-y, on va citer quelques-unes. Qui manque le l'hypothalamus, on a plusieurs hormones. On a des hormones qui يحفزوا l'hypophyse. Et on a des hormones mais ils inhibent entre guillemets. Les hormones, on va les revoir en histologie. Ce sont les statines et les libérines qui vont permettre donc d'impacter sur l'hypophyse. J'ai pas envie de charger le cours, moi je vais pas les mentionner. L'ADH, ocytocine, ils viennent de l'hypothalamus et ils sont stockés dans la neurohypophyse. C'est pour ça qu'on l'a cité, parce que c'est un rôle de stockage. Pour les autres hormones qui me viennent de l'adénohypophyse, on a des hormones qui vont se diriger vers les organes glandulaires et même les organes qui ne sont pas glandulaires. On a la TSH, hormone thyroïdienne, la thyroid stimulating hormone, qui va aller vers la thyroïde pour permettre à la thyroïde de sécréter T3, T4. On a l'ACTH, une hormone qui est destinée à la cortico-surrénale. Donc, l'ACTH, donc elle va être destinée à la cortico-surrénale, plus tard elle va pouvoir sécréter ces hormones. On a FSH-LH, follicule stimulating hormone, et l'hormone lutéinisante LH. Elles sont destinées aux gonades, testicules et ovaires. On a le GH, la growth hormone, l'hormone de croissance, qui va être destinée à l'os ou là à d'autres tissus mous, permettant ainsi donc leur croissance. Et donc voilà les hormones sécrétées donc par les deux. On a TNI de la prolactine, hormone intéressante, très importante, permettant la synthétisation du lait de la femme pour l'allaitement. Et pour la DH-ocytocine, on les a cités. Donc, ce sont donc des hormones qui sont à destination du rein pour la DH, l'antidiurétique, pour réabsorber l'eau. Ocytocine, elle a un rôle, l'accouchement, les contractions utérines, elle a un rôle pour l'éjection du lait, chez la production, l'éjection du lait. Et elle est connue comme étant l'hormone de l'attachement, de l'amour, etc. Qui peut avoir un rôle, le circuit de la récompense, qui peut avoir un rôle dans la sensation de bien-être et d'attachement qu'un individu peut ressentir. Voilà pour les hormones. Maintenant, on va passer au rapport anatomique de l'hypophyse. Tu te rappelles des rapports à l'hypothalamus? Tu te rappelles pas, on va les revoir pour ne pas les oublier. L'hypothalamus, on a بلي thalamus, a un rapport antérieur avec la lame terminale, commissure antérieure et même le chiasma optique. Et en arrière, on a glande pinéale, etc. Et j'ai oublié de citer le tronc cérébral, la partie mésencéphalique. Le mésencéphale, le tronc cérébral, il est en arrière de l'hypothalamus. Pour l'hypophyse, les rapports taouha, ils sont
encore plus important que l'hypothalamus. Alors, faire de la modélisation 3D, je ne vois absolument pas les rapports, donc je suis obligé de renouveler le diapo pour comprendre les rapports. Alors déjà, on a dit que l'hypophyse, ça c'est une coupe frontale. Une coupe frontale qui passe par, ça c'est quoi ce pois chiche? C'est l'hypophyse, bien sûr. Cette hypophyse, donc nous faisons le schéma très facilement. Cette hypophyse, elle est contenue qui dans l'os phénoïde au niveau donc de la selle turcique. Cette selle turcique, c'est une petite, voilà, une petite cavité à l'intérieur qui est creusée au niveau donc de l'os phénoïde. Et juste derrière la selle turcique, où j'ai l'os phénoïde, c'est un os pneumatique. Il est creusé d'une cavité d'un sinus, c'est le sinus phénoïdal. Le sinus phénoïdal, il est presque en contact avec les fosses nasales, avec le nasopharynx. Il a une paroi très très mince qui peut limite le faire connecter avec nasopharynx, donc le cavum, et les fosses nasales. Pour te dire. Et ça, ce sinus phénoïdal, c'est l'un des rapports les plus importants pour l'hypophyse, parce que j'ai mis le tête. Et on va le voir dans le clinique. On va le voir dans le clinique où il est très 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 important, le sinus sphénoïdal. Spoiler, ce sera pour une opération, ce sera pour les interventions chirurgicales sur l'hypophyse. Donc, on a déjà un premier rapport. Le rapport inférieur, tête, il se fera donc avec le sinus phénoïdal. C'est un rapport en bas et il peut être considéré comme étant en avant. Zit, tu remarqueras, Blé, cette glande hypophysaire, elle n'est pas uniquement maintenue en place grâce à la selle turcique. Elle est maintenue ténite par cette formation bleuâtre qu'on appellera la durmère des méninges. Alors là, c'est une notion de neuroanatomie qu'il va falloir expliquer. Si tu te rappelles, l'unité cardio-respiratoire, l'unité digestive, on avait cité plusieurs organes qui avaient des revêtements, des structures, des enveloppes, relèves, les avec l'organe. Le cœur, on avait le péricarde qui est avec deux feuillets, pariétal et viscéral. La plèvre, le poumon, qui relève par la plèvre, deux feuillets, viscéral, pariétal. Les organes digestifs, tube digestif, péritoine, deux feuillets, viscéral et pariétal. Le système nerveux, l'encéphale, j'ai une structure de revêtement. Cette structure de revêtement, elle ne contient pas deux feuillets, elle va contenir trois feuillets. Le but, c'est pas de détailler cette structure-là, mais c'est important de la connaître. Ce sont les méninges. Les méninges avec trois feuillets. Avec un feuillet l'esr à l'os, il est dur. Il est très très dur. C'est ce qu'on appelle la dure mère. On a un feuillet, l'esr plus ou moins avec l'encéphale, que tu peux même pas décoller le cerveau et les structures cérébrales. C'est ce qu'on appelle la pimère. Et voilà. Et entre les deux, avec un feuillet qui va jouer le rôle de donner une structure en forme de toile d'araignée, c'est le feuillet arachnoïde. Et au niveau de ce feuillet arachnoïde, donc full wastahad les méninges, on aura la sécrétion d'un léger liquide très important qui vient être au niveau du système ventriculaire, ensuite au niveau du système ventriculaire au niveau des ventricules, c'est le liquide céphalorachidien. Ce liquide céphalorachidien, il sera très très important en physiologie et même en clinique plus tard. Parce que la ponction de ce liquide céphalorachidien permet donc de vérifier que tu n'as pas de problème infectieux au niveau des méninges, comme par exemple une méningite. Donc ça, c'était le petit point clinique pour les méninges du liquide céphalorachidien. Là, ce qui nous intéresse, c'est que les méninges que tu vois ici, la dure-mère, cette dure-mère, c'est ce que tu vois ici en bleu, hein, elle va me créer un repli. Le schéma va créer un repli باش la glande hypophysaire. Le repli de la glande hypophysaire, ce repli-là va me constituer ce qu'on appelle une tente. C'est la tente hypophysaire, les qui va constituer les parois latérales donc de la selle ici, qui va maintenir de la tente, qui va maintenir l'hypophyse au niveau de sa région, au niveau de son emplacement. Ce repli, à la dure mère, à les méninges, elle va prendre derrière par le biais de ce repli d'ailleurs, regarde la souris, je fais un repli, elle va prendre le derrière
plusieurs structures, vasculaires et nerveuses, qui vont constituer les rapports latéraux les plus importants pour l'hypophyse. En latéral, qu'est-ce qu'on a? On a un sinus veineux. On a plusieurs veines qui sont élargies, qui ont un diamètre très très élargi. On va donc nommer le sinus veineux. Et à ce niveau-là, on l'appellera le sinus caverneux. En plus de sinus veineux, on aura la présence d'une artère qui va permettre de vasculariser le cerveau, très très importante. C'est ce qu'on appelle la carotide interne, branche de bifurcation de la carotide commune que tu as étudiée en long, en large, pas encore en long, en large et en travers, mais qu'on a déjà vu plusieurs fois des cours d'anato, lymphato, les unités lymphato. Cette carotide interne, elle passe au niveau de ce sinus caverneux elle entre ici en antérieur pour ensuite ressortir le fort. Et c'est elle qui va assurer la vascularisation de l'hypophyse. On va le voir juste après. Donc, sinus veineux, caverneux, carotide interne, et on a plusieurs structures nerveuses qui vont être les nerfs crâniens. Plusieurs nerfs crâniens. On a le numéro 3, nerf crânien 3, le nerf crânien 4, le nerf crânien 6, et deux branches du 5 qui est le trijumeau. Le 3, c'est l'oculaire commun. Le 4, c'est le pathétique. Le 6, c'est l'oculo extrême. Donc, ce sont des nerfs crâniens qui ont pour but d'innerver la région motrice, les muscles qui vont faire bouger les yeux, faire bouger du coup le globe oculaire, permettant donc de faire bouger les yeux dans tous les sens. Donc 3, 4, 6, on va rajouter avec ça deux branches du nerf 5, le trijumeau, il y a trois branches en réalité, le 5-1 et le 5-2. Le 5-1, c'est l'ophtalmique, permettant l'innervation de la portion fouranienne à la face. Le 5-2, c'est le maxillaire. 5-2 inférieur, donc maxillaire inférieur ici, permettant de vasculariser la région maxillaire, donc de la face. Mais le 5-3, bon, il n'est pas pris en considération en arrière, mais on le cite quand même. C'est le 5-3, c'est le nerf mandibulaire, si je ne me trompe pas. Donc, les rapports, ils sont importants à connaître pour l'hypophyse, flux clinique. En latéral, on va avoir un sinus veineux, le sinus caverneux, dans lequel on va retrouver la carotide interne et 3, 4, 6, 5, 1, 5, 2, les nerfs crâniens, tawana, essentiellement des oculomoteurs. Et deux branches, tu as le trijumeau, tu as le 5e. Zid. Un autre rapport moins important. En postérieur, on a une lame, tu as l'os phénoïde, on utilise un schéma pour mieux expliquer. Ici, tu as une vue latérale, donc sur la selle turcique T1. En arrière, on a une lame de forme quadrilatère qu'on appellera la lame quadrilatère, tu as l'os phénoïde. Ce sera un rapport postérieur, tu as la glande hypophysaire et Jenner, qui n'est pas ici montré. Encore plus en arrière, qu'est-ce qu'on a? On a des vaisseaux, on a un réseau vasculaire. On a un réseau vasculaire constitué de. Donc c'est le tronc basilaire, donc il fait les artères cérébrales postérieures. Des artères qui ont pour but donc de vasculariser la région céphalique. On ne va pas les détailler, on les verra, les vaisseaux, on les verra en euros. Ce sont des artères, les artères cérébrales postérieures, les artères vertébrales en arrière, mais ça ne nous intéresse pas. D'ailleurs, même les branches, tu as la carotide interne, on ne va pas en parler de cas, on va juste parler de la vascularisation de l'hypophyse avec un système très important permettant le passage donc des hormones hypothalamiques vers les hormones, vers l'hypophyse, et ensuite encore le transfert donc des hormones hypophysaires vers la circulation sanguine sera le système porte qu'on va voir. Ça, c'est les rapports en arrière. En haut, qu'est-ce qu'on va trouver? Le lobe frontal, un lobe, donc tu as l'hémisphère cérébral, donc tu as le cerveau, ça ne nous intéresse pas. Mais le plus important, cercle artériel de la base, on s'en fout. Le plus important, c'est le rapport qu'il ne faut jamais oublier, c'est le chiasma optique. Le chiasma optique, je fais le foussement, ici. Le chiasma optique, c'est l'entrecroisement des deux nerfs optiques, les nerfs crâniens numéro 2. Ces nerfs crâniens numéro 2, ils vont se croiser constituant le chiasma optique. Ce chiasma, il est très 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 important.
c'est un rapport antérieur de la glande hypophysaire. Et d'un point de vue clinique, il est important à connaître. Parce que dans un cas pathologique, où il y a une tumeur, l'hypophyse, un adénome, une tumeur bénigne. Cette tumeur bénigne au niveau de l'hypophyse, elle va faire gonfler l'hypophyse. L'hypophyse, elle gonfle. Qu'est-ce qui va se passer? Le rapport antérieur, c'est quoi? C'est le chiasma optique. Je vais compresser la partie nerveuse. Donc je vais compresser cette structure nerveuse. Qu'est-ce qui se passe? Le patient, il aura une perte de l'acuité visuelle. Donc perte de l'acuité visuelle, je peux penser, si je n'ai rien trouvé au niveau ophtalmologique, je peux penser à faire une exploration radiologique pour essayer de trouver un adénome au niveau de l'hypophyse. C'est pour ça que j'adore répéter les cours d'anato que les rapports anatomiques, ils doivent être ancrés dans la mémoire théâtre. Parce que chaque rapport, chaque rapport anatomique donc d'une structure, d'un organe avec des autres organes au voisinage, c'est très important pour comprendre le pathologique, pour comprendre le clinique. Chiasma optique, maintenant, il a un rapport, ici on le voit, hein, on voit donc les deux nerfs optiques qui vont constituer le chiasma optique. Donc ça, ce sont les deux nerfs numéro 2 crâniens. Constituant le chiasma optique, il y aura un rapport en haut, en antérieur, avec la glande hypophysaire. Donc la glande hypophysaire, elle aura un rapport avec sinus phénoïdal, mais le fera chiasma optique. En latéral, les sinus caverneux, et en arrière, où j'ai l'âme quadrilatère l'os phénoïde avec un tronc vasculaire, basilaire, tu as les artères cérébrales postérieures. Voilà les rapports de l'hypophyse. On termine le cours ternant avec la vascularisation, qui est très très importante. Parce que la communication fonctionnelle entre l'hypothalamus et l'hypophyse se fait par le biais d'un système vasculaire porte. Un système porte. C'est pour ça que Kiderna, quand on avait parlé les unités Lifeto, alors le système porte hépatique, on a toujours précisé que c'était un système porte hépatique. Le système porte, mais le foie. C'est beau, ça bénef le rein, voilà, ça bénef le rein, l'unité urinaire, on a عاودنا صبنا في endocrino هنايا في l'adéno-hypophyse. Donc ce système porte. Est-ce que c'est la première question qui peut te venir à l'esprit? Est-ce que c'est un système porte artérielle ou la veineuse? Ma'labalish. Pourquoi? Parce que ma'labalish. Tout simplement parce que les auteurs diffèrent sur cette notion. Tu vas trouver des sources ici, t'as de le diapo. On parle d'artère porte. Un système porte artériel. Entre du coup une artère, entre du coup un réseau capillaire artériel, une artériole, artère, et ensuite un autre réseau capillaire artériel. C'est selon cette référence. D'autres références, ils vont te citer un système porte veineux. Entre du coup capillaire veineux, vénule ou capillaire veineux. Ça dépend de tes références et de tes sources. À la SEB, la faculté TAC, à la SEB, le diapo TAC, et à la SEB, du coup, la référence TAC, le professeur TAC. On ne va pas dire est-ce que c'est un système porte artériel ou la veineux, on va juste parler de vaisseau porte. Ici, je ne vais pas parler d'artère porte, on va dire le vaisseau sanguin porte qui est interposé entre deux réseaux capillaires. Par définition, le système porte, c'est un vaisseau, artère ou la veine, on s'en fout, interposé entre deux réseaux capillaires. Un capillaire, un vaisseau, un capillaire واحد. Que ce soit un système porte artériel ou un système porte veineux, ça ne nous intéresse pas à faire le cas de figure, parce que c'est le fonctionnement et la physiologie, le transport des hormones, l'hypothalamus, l'hypophyse qui va nous intéresser. Et pour comprendre ce transport-là, il faut comprendre la vascularisation de l'hypophyse. L'hypophyse, elle est vascularisée par la carotide interne. Eh oui, juste dans l'hypophyse, c'est pas pour rien. On va vasculariser cette hypophyse, cette structure glandulaire. Qui fait? L'artère carotide interne, en passant à côté de la neurohypophyse, elle va donner les artères hypophysaires inférieures. Ils vont vasculariser ici la neurohypophyse, le lobe postérieur. Ensuite, donc réseau capillaire, il gelé donc par une veine qui permettra donc le drainage veineux. On s'en fout. Ça, c'est la portion, on va dire,
qui n'a pas une utilité fonctionnelle qui mate le système porte. Pour l'adénohypophyse, c'est une autre histoire. L'adénohypophyse, kiff, elle est vascularisée par la carotide interne, soit avec les artères hypophysaires supérieures. Alors, soit des artères hypophysaires supérieures, ils directement dans la carotide interne, soit ils une branche qui est du coup l'artère cérébrale antérieure. Ça dépend. Et là aussi, kiff, ça dépend des références théoriques. Ensuite, les artères hypophysaires supérieures, pourquoi est-ce qu'elles nous intéressent? Elles nous intéressent parce qu'elles vont former un premier réseau capillaire. Le réseau capillaire primaire. Ce réseau capillaire primaire, il est en chevauchement entre l'hypothalamus et l'adénohypophyse. Qu'est-ce qui va se passer? Les axones, les terminaisons axonales nerveuses, les noyaux hypothalamiques antérieurs, sécrétant donc des hormones destinées à l'hypophyse, vont sécréter leurs hormones par le premier réseau capillaire, le réseau capillaire primaire. De là, ce réseau capillaire va donc se condenser pour me donner un vaisseau porte. Artère porte ou la veine porte, je te laisse choisir. Ce vaisseau porte va ensuite aller au niveau du lobe antérieur de l'hypophyse, me constituant un deuxième réseau capillaire. Et ici, on est sûr que c'est un capillaire veineux, il n'y a pas de chicalet. Ce capillaire veineux va donc permettre la distribution des hormones hypothalamiques vers l'hypophyse, vers l'adénohypophyse pour stimuler. Et il va permettre de récolter les hormones hypophysaires, l'adénohypophyse. Et de là, on va récolter ces hormones-là dans ce réseau capillaire pour se condenser et donnant une veine hypophysaire. Ici, on a cité latérale, mais quand on dit que c'est la veine hypophysaire antérieure. Et de là, on va le sinus caverneux pour ensuite y aller à la circulation veineuse. Donc, si on résume la vascularisation de l'hypophyse, bon, ici la post-hypophyse, l'artère hypophysaire inférieure, il n'y a pas de vaisseaux spéciaux, il n'y a pas de système porte, c'est pas intéressant à décrire. Si on résume la vascularisation de l'hypophyse, elle va être vascularisée par la carotide interne, par deux branches artérielles, deux artères hypophysaires inférieures, me créant donc un réseau capillaire pour vasculariser la neurohypophyse et être drainé par des veines hypophysaires postérieures, et d'autres vaisseaux artériels, les artères hypophysaires supérieures. De chaque côté, on en a plus. Le nombre peut varier. Les artères hypophysaires supérieures qui vont créer un premier réseau capillaire récoltant des hormones hypothalamiques, se condenser pour donner un vaisseau porte, pour donner un deuxième réseau capillaire distribuant les hormones hypothalamiques et récoltant les hormones adéno-hypophysaires pour ensuite récolter ce sang-là veineux dans une veine hypophysaire antérieure. Pour ensuite venir dans le sinus caverneux et la circulation veineuse. C'est un système porte très important pour le transport hormonal, pour la fonction hypothalamo-hypophysaire. Voilà pour la vascularisation. On termine le cours TANA avec un petit peu de clinique. Qui m'a dit l'une des pathologies qui تقدر تقيس l'hypophyse, c'est la tumeur bénigne, l'adénome hypophysaire. Cet adénome hypophysaire, on peut du coup l'opérer, enfin, on doit l'opérer donc. On doit l'opérer. Et la voie d'abord chirurgicale pour l'hypophyse, elle est double. On a deux voies possibles. La première voie, c'est la voie qui passe par le crâne, qui passe du coup par le cerveau. Tu fais le crâne, tu essaies de décoller le lobe frontal, en faisant passer tes outils par la dure mère, au niveau de l'hypophyse. Ça, c'est bien pour opérer des problèmes au niveau de la tige pituitaire. Probablement. Mais pour vraiment toucher l'hypophyse, les rahé, qui m'ont presque limité, presque carrément limité du cerveau et de l'encéphale, elle a déjà la selle turcique et le repli de la dure mère, LEHA, formant la tente hypophysaire, c'est plus intéressant pour opérer les adénomes hypophysaires de passer par les narines, de passer par les fosses nasales, pour ensuite le sphénoïde,
ندوز par le sinus sphénoïdal, c'est pour ça que c'est un rapport important. ومن بعد نكسر كيف كيف le plancher تاع la selle turcique ونلحق l'hypophyse. C'est ce qu'on appelle la voie transnaso-sphénoïdale. On passe par les fosses nasales et on passe par le sphénoïde et plus précisément du coup par le sinus sphénoïdal qui est un rapport inférieur très très important de la glande hypophysaire. C'était tout du coup pour être le cours. J'espère que ça vous a plu. 1h30. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que tout les notions sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Peut-être faites le cours. J'ai donné énormément de références. Les notions les plus importantes à retenir, si je devais en choisir que certaines pour l'examen, pour l'examen, pour la compréhension, je dirais que les noyaux l'hypothalamus, ils sont importants à connaître. Je dirais que les rapports à l'hypophyse, ils sont importants à connaître. La vascularisation avec la systématisation tel le système porte, c'est important à connaître. Et la situation globale du complexe hypothalamo-hypophysaire avec les fonctions qu'on a citées dans le cours. Les autres fonctions, elles seront citées en histo et en physio, Inch'Allah. C'est important à connaître pour avoir une vue d'ensemble, une vue globale sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. C'était tout pour le cours, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, il est 3h25 du matin. Portez-vous bien, wassalamu alaikum wa rahmatullah.